Dans l'épisode précédent, je t'ai parlé de ton système nerveux, de la façon dont il influence tes émotions, tes réactions, ton rapport au monde. Est-ce que tu te souviens? Nous avons exploré comment, selon la théorie polyvagale développée par Stephen Porges en 2009, notre corps dispose de plusieurs états, le mode de sécurité, un mode de défense et un mode de survie. Nous avons vu que le système nerveux autonome, ce grand régulateur intérieur, cherche avant tout la sécurité et que quand il la trouve, c'est là que la relation devient possible. Alors aujourd'hui, on va faire un pas de plus et on va parler de l'enfant, de son système nerveux à lui qui est encore en construction. Parce que c'est une chose de comprendre comment fonctionne le tien, ton système nerveux à toi, mais c'en est une autre de réaliser que celui de ton enfant ou ton élève ou ton adolescent, vraiment ce système nerveux-là, il dépend du tien pour se construire. Alors dans cet épisode-là, je vais t'expliquer pourquoi un enfant ne peut pas encore réguler seul ses émotions, comment le système nerveux de l'adulte sert de tuteur à celui de l'enfant et surtout comment ton calme, ta présence, ta sécurité affective deviennent son refuge. À la fin, tu comprendras pourquoi chaque respiration que tu prends, chaque ton que tu poses, chaque regard que tu offres participe à la construction du cerveau émotionnel de l'enfant. Alors cet épisode, il s'adresse à tous les parents, mais aussi à tous les enseignants parce que vraiment, ça, c'est quelque chose que j'aurais aimé avoir comme apport au tout début de ma carrière. Bienvenue dans En Relation, le podcast qui explore nos liens les plus intimes, notre relation aux autres et la relation à soi. Je suis Anne Demanja, coach et thérapeute de la relation. Ce podcast est un espace pour comprendre les schémas relationnels, détricoter les croyances, dire au revoir à la culpabilité et réécrire notre histoire. Commençons par les fondations. Le cerveau de l'enfant, c'est pas une version en miniature de celui de l'adulte, hein. Le cerveau de l'enfant, c'est vraiment un cerveau qui est en maturation progressive. Et de nombreuses recherches, comme celle de Mohamed Arrain et de ses collègues, qui datent que de 2013 d'ailleurs, elles ont montré que le cortex préfrontal, qui est la zone du cerveau qui est responsable de tout ce qui est planification, contrôle des impulsions et de la régulation émotionnelle, celle dont on parle, eh bien ce cortex préfrontal-là ne termine sa maturation qu'autour de 25 ans. Oui, j'ai bien dit 25 ans. C'est super tard. Ça, quand je le dis en atelier de gestion des émotions pour les parents, qu'ils soient des parents d'élèves, de collégiens, qui sont en plein marasme avec leurs enfants adolescents, et ben ça crée un effet presque angoissant pour eux. Mais en même temps, c'est des périodes qui sont longues, mais qui sont tellement, tellement importantes et qui peuvent être fun quand même, hein. En fait, ça signifie que l'enfant, l'adolescent et même le jeune adulte, hein, dispose d'un cerveau émotionnel très réactif. Ce cerveau émotionnel, c'est l'amygdale hein, dans le cerveau, pas l'amygdale au fond de la gorge. Mais il a ce cortex régulateur encore en construction. Donc il y a des travaux qui montrent aussi que les connexions entre l'amygdale et le cortex préfrontal, donc celles qui permettent de dire bon, je suis en colère, mais je peux respirer, bah, celles-là, elles sont très très fragiles pendant l'enfance. Elles sont pas du tout matures. Et qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand un enfant est submergé, bah, son système nerveux va s'activer pleinement. Son cœur va s'accélérer, il va y avoir montée d'adrénaline, tension musculaire, respiration courte, et tant que cette tempête intérieure n'a pas trouvé un appui extérieur,
Il ne peut pas se calmer tout seul. Il ne peut pas se calmer tout seul. C'est-à-dire que ça veut vraiment dire que les caprices chez l'enfant, il ne peut pas les gérer et ça n'existe pas. Autrement dit, ça veut dire que un enfant n'a pas un manque de volonté. Ça ne sert à rien de lui dire calme-toi. Il manque vraiment de co-régulation. Et cette co-régulation, c'est son environnement. C'est les adultes autour de lui, à l'école, ses éducateurs, ses enseignants, ou bien à la maison, ses parents. C'est uniquement l'adulte qui va lui permettre d'apprendre à s'apaiser. Et cette idée, hein, elle est bien confirmée par de nombreuses recherches récentes sur ce fameux système nerveux autonome, ce SNA. Porges, en 2009 et en 2022 d'ailleurs, il explique dans sa théorie polyvagale que nos états internes se synchronisent naturellement par le phénomène de la neuroception. C'est-à-dire que notre corps perçoit inconsciemment, c'est complètement inconscient, la sécurité ou le danger dans son environnement. Et comment il le perçoit? Notamment à travers le ton de la voix, les expressions faciales et la posture des personnes autour de lui. Quand un adulte calme s'adresse à un enfant agité, le corps, le système nerveux de l'enfant capte ce signal et peut petit à petit se réguler. À l'inverse, si l'adulte est lui-même en colère, s'il est lui-même stressé, même silencieusement, même s'il prend sur lui, eh bien l'enfant le ressent. Donc maintenant, on va aller un peu plus loin parce que on entend souvent oui, il doit apprendre à gérer ses émotions. Et moi, je vois beaucoup de parents à m'amener leurs enfants dans mon cabinet en me disant: «Apprenez-lui à gérer ses émotions». Oui, mais il ne peut pas le faire sans aide. Il ne peut pas le faire sans un système nerveux mature à côté de lui. D'abord parce que son système nerveux autonome, son fameux SNA, c'est donc, je vous le rappelle, hein, si tu ne te souviens pas de ce qu'est le système nerveux autonome, je t'invite à revoir ou à réentendre plutôt l'épisode 5. C'est donc ce SNA, ce système nerveux autonome, qui gère la respiration, le rythme cardiaque, la tension musculaire, entre autres. Eh ben, il est complètement immature, il n'est pas du tout terminé pendant l'enfance. Et ça, il y a plusieurs études qui le montrent, hein, celle de Bornstein en 2023, entre autres, elle montre bien que la régulation physiologique des émotions, elle s'acquiert uniquement dans l'interaction entre l'adulte et l'enfant. Autrement dit, on ne peut pas apprendre à un enfant à gérer ses émotions, c'est l'apprentissage corporel et relationnel qui va le lui apprendre. C'est vraiment un apprentissage corporel et relationnel. Ça, c'est vraiment nouveau. On ne peut pas enseigner à un enfant à gérer ses émotions. Ça ne sert à rien de lui dire respire. Vraiment, ça, c'est révolutionnaire. C'est vraiment quelque chose que moi, la maman que j'étais il y a 30 ans, et que l'enseignante que j'étais il y a 30 ans aussi aurait rêvé, aurait aimé avoir comme acquis. Parce que ça, vraiment beaucoup d'études, hein, et une dernière là en 2025 dans PLOS ONE, elle a mesuré les interactions physiologiques entre les mères et les enfants et c'est magnifique comme étude. Elle arrive à la conclusion que les rythmes cardiaques et les réponses du système nerveux autonome se synchronisent pendant les moments de proximité. Donc tout se passe là, dans ce lien. Et c'est vraiment ça que j'observe chaque jour dans mon cabinet et même en formation. En ce moment, je fais une formation à l'écoute et je pose des cas concrets à des binômes qui doivent s'écouter. Et quand il y a cet accordage, vraiment pendant ces moments de proximité, les personnes respirent en même temps, les corps finissent par s'accorder ensemble. Les postures deviennent les mêmes.
C'est subjugant à observer. En classe, c'est la même chose. Un enseignant qui parle calmement, avec un ton posé et avec un visage ouvert, va faire descendre l'attention du groupe. Inversement, si le ton monte, le stress collectif aussi. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose que j'aurais tellement aimé avoir il y a 30 ans, parce que pour moi, c'est complètement contre-intuitif. J'ai tellement grandi dans une atmosphère où il fallait batailler pour parler. Je sais que naturellement, mon débit de voix est assez rapide parce que il a fallu que mon débit de voix soit rapide. Et donc, quand j'ai été enseignante, j'ai appris petit à petit, avec l'expérience, que effectivement, plus je ralentissais mon débit de voix, plus je ralentissais et baissais mon ton de voix, eh bien la classe se calmait. Les neurosciences appellent ça la contagion émotionnelle et la théorie polyvagale y ajoute une dimension physiologique. Nous sommes donc littéralement des systèmes nerveux en résonance. Moi, je trouve ça magnifique. Donc tout ça pour vous dire que avant 25 ans, un enfant n'a pas un système nerveux complet de régulation interne. Il emprunte, en quelque sorte, celui de l'adulte en soutien. Et cet emprunt, c'est pas un échec, bien au contraire, c'est une étape absolument nécessaire et indispensable à sa croissance. Et c'est là que le rôle de l'adulte est essentiel, indispensable. Le rôle de l'adulte, c'est pas être parfait. Le rôle de l'adulte, ça va pas être d'enseigner, ça va pas être de contrôler, ça va être de co-réguler. Donc le rôle de l'adulte, c'est pas être parfait parce que ça, ben moi la première, c'est loin d'être gagné, mais c'est être capable de revenir au calme pour servir de point d'ancrage à l'autre. Et ça, je le remarque tellement. En ce moment, je fais des interventions en milieu carcéral et eh bien, ça peut partir d'une seconde à l'autre. L'émotion peut monter très très vite. Et je me suis rendu compte que plus je m'ancrais dans le calme et la sécurité, plus vite la tension redescend. Eh bien, c'est pareil avec les enfants, hein. Quand ton enfant s'effondre, ton système à toi, il est mis à rude épreuve. Il perçoit le danger, la tension, le cri. C'est normal qu'on perçoive, qu'on sente cette montée de stress. On l'a vu, c'est normal. Par contre, la clé indispensable, et ça, c'est vraiment le plus important. La clé, c'est qui régule qui. C'est pas à notre enfant de nous co-réguler vers le bas, vers la tension et le stress. C'est bien à nous, adultes, de réguler notre enfant vers le calme et à se recentrer. Donc, si tu parviens à te recentrer, si l'adulte que tu es parvient à se recentrer, en ralentissant, en respirant, en ancrant ton corps, tu vas offrir au système nerveux de ton enfant un modèle de sécurité. Si tu te laisses emporter, vous allez plonger tous les deux dans l'orage. Et l'objectif, c'est donc pas de calmer l'enfant, c'est de te réguler d'abord pour que ton calme devienne contagieux. Alors, je vais te donner un exemple maison que tout le monde a vécu. Donc, par exemple, ton enfant qui a 6, 7 ans va renverser son verre de lait, il éclate en pleurs et il va crier: «J'en ai marre, j'y arrive pas, c'est toujours de ma faute, c'est toujours moi qui fais des bêtises». Et ton réflexe premier va être de lui dire: «Bon, c'est pas grave, mais fais attention quand même, hein». Et déjà, c'est un peu tendu. Et si tu essayais le: «J'observe que tu es triste, j'observe que tu es tendu, moi aussi, viens, on va respirer ensemble. Regarde, je vais souffler doucement, je vais respirer en ralentissement, doucement, et on va souffler au moins 3 fois. OK, le lait, il est encore par terre.
mais le lien, il est intact. Et ça, c'est incroyablement efficace. Je suis bluffée de voir passer heureusement, aujourd'hui sur les réseaux des petites vidéos de parents qui testent ça et c'est assez magique. Sur Instagram encore hier, je regardais une maman qui observait et qui, plutôt que de se laisser gagner par la colère, l'a pris sur les genoux et a respiré à côté de lui et petit à petit, on voit l'enfant se co-réguler. En classe, c'est pareil et ça, c'est quelque chose que j'ai testé malheureusement les 3 dernières années, mais je l'ai vraiment testé. Quand un élève hurle, explose, si l'enseignant reste debout en posture ouverte, à voix basse: «Je vois que c'est dur pour toi maintenant, viens, on va respirer ensemble». Eh bien là, l'adulte devient le co-régulateur du groupe. Alors c'est loin d'être évident, hein, vraiment, c'est loin d'être évident. Mais vraiment, ça montre à quel point c'est efficace et les études de Porges en 2022, donc c'est tout récent, elles montrent bien que cette posture de calme, associée à une prosodie, c'est-à-dire notre ton de voix doux, va activer le nerf vague ventral chez l'autre. C'est le système de sécurité sociale. Et c'est ainsi que les émotions, elles vont devenir apprenables. Non pas par l'enseignement, mais par l'expérience répétée du calme partagé. Alors, je vais te proposer quelques pratiques concrètes pour co-réguler. Alors déjà, ça va être de se réguler avant d'agir. Dès que tu sens la tension monter, tu peux poser une main sur ta poitrine ou bien sur ton ventre et tu peux inspirer par le nez en comptant jusqu'à 4 et expirer lentement par la bouche en comptant jusqu'à 6. C'est vraiment important que les expires soient plus longues que l'inspire pour se calmer. Cette respiration longue avec une longue expire active notre nerf vague ventral et elle envoie à notre cerveau le signal: je suis en sécurité. Et ensuite seulement, tu pourras t'adresser à l'enfant. Mais tu peux le lui dire. Tu peux lui dire: attends, je me régule, je mets ma main sur ma poitrine et je respire. Et rien que pour l'enfant de voir ça, d'observer ça, c'est un excellent apprentissage par l'expérience. Ensuite, ça va être de créer un rituel visuel, de s'ancrer de façon visuelle. À la maison ou même dans la classe, il y a toujours quelque chose de joli, une plante, une fenêtre ouverte vers le ciel, vers un arbre, vers des feuilles, un joli tableau, peu importe. Mais quand on sent à ce moment-là la colère nous gagner, s'ancrer visuellement, regarder quelque chose de beau, ne serait-ce que quelques secondes, ne serait-ce que 10 secondes, ça suffit à calmer notre système nerveux autonome. Ça permet à notre système nerveux d'avoir un ancrage visuel qui n'est pas la crise, qui n'est pas le vortex colérique de l'enfant qui nous regarde. Et ça va être de s'ancrer visuellement. On peut s'ancrer aussi sensoriellement, sentir ses pieds sur le sol, s'asseoir, sentir ses fesses, ses cuisses sur la chaise ou sur le fauteuil. Et ça permet de faire sentir à notre système nerveux qu'on ne va pas s'effondrer, qu'on ne va pas être absorbé par le sol, mais qu'on est bien ancré. Et ces gestes-là, symboliques, visibles, concrets, ça rend tangible la sécurité. Et enfin, la réparation. Parce que aucun adulte ne reste toujours dans le calme. C'est impossible. L'essentiel, c'est pas d'éviter la tempête, hein, c'est de revenir après. Ce réajustement, pour moi, il a changé ma vie. Dire: «Bon, tout à l'heure, j'ai crié, j'étais stressée, j'étais en colère», mais c'était pas contre toi.
Cette phrase, elle est essentielle et pour moi, cette phrase, dans mon cas, elle a tout changé dans les relations avec mes enfants et même avec mes élèves. Elle restaure la confiance dans l'enfant, elle lui enseigne que les émotions fortes, elles peuvent se réparer. En classe, ça peut être, bon, tout à l'heure, je t'ai parlé sèchement, j'ai été un peu raide. Je me rends compte que c'était dur à entendre. Ces moments-là, ils construisent la sécurité affective plus que n'importe quel discours. Si tu devais ne retenir qu'une seule chose de cet épisode, ce serait ça. Le fait que la sécurité affective de l'adulte conditionne la sécurité du système nerveux de l'enfant. Notre sécurité affective d'adulte, elle conditionne la sécurité affective du futur adulte qu'est notre enfant aujourd'hui. Et c'est cette sécurité-là qui va permettre au cerveau d'apprendre, d'être disponible pour apprendre, pour explorer et pour créer. Et les études en neurosciences sur l'attachement, elles montrent que lorsque l'enfant il se sent en sécurité, son système nerveux va activer le mode ventral du nerf vague, celui de la curiosité, du lien, de la relation, de la coopération. Et à l'inverse, un environnement imprévisible ou tendu va maintenir l'enfant dans un état de vigilance qui va bloquer l'apprentissage. Donc avant d'enseigner, avant d'expliquer, ben, il serait indispensable de commencer toujours par rassurer. Parce que la stabilité intérieure, c'est vraiment le terrain sur lequel il va construire la sienne. Alors, ce que tu viens d'entendre là, c'est pas une technique en plus, c'est vraiment une façon de vivre la relation. Chaque jour, tu peux t'offrir à toi quelques secondes pour vérifier dans quel état est mon système nerveux aujourd'hui. Est-ce que je suis tendue? Est-ce que je suis contractée? Ou bien est-ce que je suis ouverte et disponible? Parce que ta disponibilité intérieure, c'est ce qui va permettre aux autres et à l'enfant surtout de construire la sienne. Alors, si tu veux approfondir ce lien entre sécurité affective et régulation, tu peux aller sur mon site. Je suis en train d'ajouter en ce moment des tas de ressources gratuites pour apaiser votre système nerveux. Tu vas y trouver des exercices, des tests simples à faire seul ou à faire avec ton enfant. Et surtout, garde cette idée, ton calme, c'est pas un luxe. C'est vraiment le socle de la sécurité émotionnelle. Et dans le prochain épisode, on va poursuivre ce voyage en explorant le lien qu'il y a entre le système nerveux et l'attachement. Parce que la sécurité, elle ne naît pas seulement de la régulation, mais aussi du lien d'attachement. Le lien d'attachement, c'est ce fil invisible qui relie deux êtres et qui façonne la confiance fondamentale en soi et en l'autre. On va parler de ce qui se passe dans le corps quand le lien est solide et surtout de ce que l'on peut réparer même quand il a été fragilisé. À très bientôt dans ce podcast et merci de t'offrir ce temps de conscience à travers En Relation.